Alors, moi, je vais donc parler au nom de la CRIRAD, qui organise ce séminaire. Donc, CRIRAD, ça veut dire Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Donc, je m'appelle Bruno Charéron. De formation, je suis ingénieur en physique nucléaire et je dirige le laboratoire de la CRIRAD, puisque la CRIRAD est une association qui a pour objet d'améliorer l'information et la protection des citoyens par rapport à la radioactivité. Et parmi les outils dont elle dispose, il y a son laboratoire de contrôle de la radioactivité. Donc, l'objet de ma présentation, c'est qu'est-ce que peuvent faire les citoyens par rapport aux catastrophes nucléaires et de souligner l'importance du travail qu'on appelle citoyen. Alors, premier point, c'est de rappeler que la CRIRAD est née de la catastrophe de Tchernobyl. Alors, j'ai un petit problème technique. Voilà. Donc, la CRIRAD est née du mensonge de Tchernobyl en 1986. En bas à gauche, vous avez la carte disons des retombées de césium-137 radioactif sur le territoire français au moment de Tchernobyl, carte reconstituée par la CRIRAD à partir des mesures officielles du SCPRI, et vous voyez que les chiffres sont de l'ordre de, disons, une dizaine de becquerels par mètre carré. Et puis en haut à droite, vous avez la carte qu'a produite la CRIRAD et son laboratoire par des prélèvements qui ont duré plusieurs années, et cette carte montre clairement, à travers les points en rouge en particulier, des retombées très importantes. Là, il s'agit du césium-137, tous les points rouges sont à plus de 30 000 becquerels par mètre carré. Ça va du sud-est de la France, la Corse, jusqu'au nord-est, l'Alsace. Il y a donc bien eu un mensonge, il y a eu un défaut d'information, un défaut de protection. Regardons en bas cet extrait d'un communiqué du ministère de l'Agriculture français du 6 mai 1986 qui nous disait « Le territoire français, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par les retombées de radionucléides consécutives à l'accident de Tchernobyl. À aucun moment, les hausses observées n'ont posé le moindre problème d'hygiène publique. » Et les travaux qu'a fait la CRIRAD et d'autres organismes ont montré clairement que, au contraire, les doses de radiation subies en France en 86 par certains groupes de population, en particulier les jeunes enfants, dépassaient largement les limites sanitaires en vigueur à l'époque. Donc oui, avoir des capacités de mesure citoyennes indépendantes, c'est extrêmement important, en particulier en cas de catastrophe nucléaire. Et ce qui nous a beaucoup frappé au moment de la catastrophe de Fukushima en 2011 à la CRIRAD, c'est de voir que ce cauchemar de la désinformation se reproduisait. Voir à quel point la population japonaise n'était pas correctement informée et protégée, ça a été quelque chose de vraiment très difficile à vivre. Par exemple, lorsque nous avons vu le document qui est affiché là, qui vous donne le taux de radiation dans l'air ambiant à la centrale d'Onagawa, qui est à 100 km au nord de celle de Fukushima Daiichi. Vous voyez par exemple le 13 mars, Fukushima, la catastrophe était le 11 mars, et bien là, le 13 mars, le taux de radiation à 100 km au nord est multiplié par un chiffre de 400. Ça veut dire que tous ceux qui connaissent un petit peu ces unités de mesure pouvaient comprendre qu'il y avait une contamination très importante, y compris là, en l'occurrence, à 100 km au nord de la centrale. Pourtant, vous le savez, les autorités japonaises n'ont évacué finalement que sur un cercle de 20 km. Alors, parmi tous les défauts de protection et d'information, il y a bien sûr celui qui concerne les aliments. Dès lors qu'il y a des rejets massifs dans l'atmosphère, il est évident que les substances radioactives vont retomber au sol de façon encore plus intense s'il pleut ou s'il neige, et que donc les aliments exposés à l'air, les légumes à large feuille, les épinards par exemple, vont être contaminés. Donc la première chose, une chose importante à faire, c'est de dire aux gens, surtout, tant que vous n'avez pas de résultat de mesure, ne consommez pas les aliments qui ont pu être exposés aux retombées. Et pourtant, dans le cas de Fukushima, les autorités japonaises n'ont pas fait de mesures, n'ont pas publié de mesures de contamination des aliments entre le 12 et le 17 mars. Et quand les premiers résultats sont arrivés, ils montraient des contaminations extrêmement importantes. Par exemple, des végétaux prélevés à 40 km au nord qui avaient une contamination en iode radioactive de plusieurs millions de becquerels par kilogramme.
Et là, à ce niveau-là, un jeune enfant qui mange quelques grammes peut dépasser les doses maximales annuelles admissibles. Des épinards prélevés à Ibaraki ont montré aussi des taux de contamination, par exemple, de plus de 50 000 becquerels par kilo. Là, en mangeant 200 grammes, un jeune enfant peut dépasser les doses maximales annuelles. Et pourtant, cette population n'a pas été correctement informée de ces risques. Sur la photo, vous avez un maraîcher de la région de Koriyama que nous avons rencontré et qui nous disait que lorsque les autorités lui ont interdit de commercialiser ses productions, il l'a fait, mais que par contre, comme il n'y avait pas d'interdiction de les consommer lui-même, et comme il n'avait pas de perception des risques radiologiques, lui et ses enfants ont consommé cette nourriture contaminée. Et si ça s'est passé, c'est parce que les autorités ont tenu un discours lénifiant de banalisation des risques des faibles doses, qui est tout à fait invraisemblable. Et là, le rôle qu'ont les organismes indépendants, justement, c'est de rétablir la réalité, que ce soit par des mesures ou que ce soit par de l'explication pédagogique sur les dangers de la radioactivité. Ce qui nous a beaucoup surpris aussi, au moment de la catastrophe de Fukushima, c'est le rôle qu'ont joué les autorités de radioprotection françaises, donc l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en France, qui a fait des simulations théoriques des doses qu'étaient en train de subir et qu'allaient subir les populations japonaises du fait des rejets de la centrale de Fukushima. Et ils ont publié et commenté ces évaluations, par exemple ici, le 18 mars. Or, le 18 mars, les rejets continuaient et personne ne pouvait prédire ce qui se passerait dans les jours suivants à Fukushima. Eh bien, l'IRSN a conclu de ces simulations, et là vous avez une citation entourée en rouge dans le journal Le Monde du 18 mars 2011, l'IRSN a conclu « Nos simulations permettent de considérer que le périmètre de protection mis en place par les Japonais est suffisant. » Alors que les Américains, par exemple, disaient « Attention, dans un rayon de 80 km, il vaut mieux ne pas s'approcher de la centrale de Fukushima. » Donc, ce qui nous a choqués, c'est que la France, quelque part, porte probablement une responsabilité dans le fait de valider un dispositif de protection par les autorités japonaises qui, de notre point de vue, n'était absolument pas à la hauteur des risques, que ce soit par rapport aux doses à la thyroïde, que ce soit par rapport à l'irradiation externe. Il aurait fallu évacuer beaucoup mieux, beaucoup plus loin. Vous savez que des personnes ont été évacuées vers des zones plus contaminées que celles qu'ils ont quittées. Donc, tout ce dispositif est à revoir. Et ce qui nous inquiète en tant que Français, c'est qu'en cas de catastrophe en France, eh bien, on n'est pas rassuré par les prises de position que l'IRSN a prises au moment de Fukushima. Donc, parmi les choses qu'il y a à faire aussi en tant qu'organisme scientifique citoyen, c'est aider les habitants à faire une analyse critique d'un certain nombre de documents. Je pense là au rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2012, qui propose une évaluation des doses subies par les populations japonaises et qui est proprement scandaleux par le fait qu'il ne tient pas compte de la réalité des contaminations, en particulier par l'iode radioactif. Donc, face à cette situation, la CRIRAD a décidé de faire tout ce qu'elle pouvait pour aider les citoyens japonais qui la sollicitaient. Et parmi ces citoyens, il y a un artiste qui s'appelle Wataru Iwata, qui est dans l'image en haut à droite près d'une école, et qui nous a demandé de l'aider à faire des mesures. Donc nous lui avons envoyé une dizaine d'appareils de mesure de radioactivité. Nous avons tourné en urgence des vidéos pédagogiques pour lui apprendre à se servir des appareils. Et puis petit à petit, il a pu donc faire toute une série de mesures. Et finalement, au bout de 2-3 mois, la CRIRAD a envoyé une équipe, donc mon collègue Christian Courbon et moi-même, rencontrer Wataru Iwata, poursuivre la coopération et faire des mesures. Et là, ce que nous avons vu au Japon, même 2 mois et demi après les retombées, c'est une situation qui pour nous était complètement invraisemblable. Par exemple, dans cette école en haut à droite,
on voit à l'arrière-plan des enfants habillés en jaune, eh bien, le taux de radiation dans l'école est tout à fait anormal. Il est, disons, 20, 30, 40 fois supérieur à la normale. Et la terre que nous avons prélevée au pied des balançoires sur l'image en bas, cette terre est un déchet radioactif avec 300 à 400 000 becquerels par kilo. Pourtant, les enfants continuaient à vivre dans ces zones extrêmement radioactives. Donc, là aussi, en cas de catastrophe, que peuvent faire les organismes citoyens? Eh bien, c'est faire des mesures et informer la population qui, manifestement, n'est absolument pas correctement protégée. Parmi les choses invraisemblables qu'on a pu constater, par exemple, c'est cet agriculteur. Ici, nous sommes à Itate, à un peu plus de 30 km au nord-ouest de la centrale de Fukushima. Cet homme n'a pas été évacué. Le taux de radiation que nous mesurons dans son étable, autour de chez lui et dans sa maison, est entre 70 et 200 fois supérieur à la normale. Il a pris, d'après nos calculs, plusieurs dizaines de millisieverts depuis depuis le début de la catastrophe. Et au lieu de l'aider à partir, les autorités lui ont simplement fourni un dosimètre. Et il nous explique que de toute façon, il ne partira pas tant qu'il n'aura pas vendu son troupeau. Voilà le genre de situation qui est vraiment, qui est invraisemblable. Donc, cette coopération avec des citoyens japonais a abouti à l'émergence d'un réseau de laboratoires indépendants qui s'est appelé CRMS, Citizens Radiation Monitoring Stations. Il y a eu jusqu'à 10 stations de mesure, 9 dans la préfecture de Fukushima et une à Tokyo. Et ces organismes indépendants ont pu faire beaucoup de mesures, y compris sur les habitants eux-mêmes. Vous avez un Wool Body Counter au milieu de l'image avec la jeune fille. Donc là, la CRIRAD a aidé à l'émergence de laboratoires indépendants au Japon. D'autres structures en France, à l'étranger, ont contribué aussi à cette émergence. CRMS aujourd'hui n'existe plus, mais il existe un certain nombre de laboratoires de cette entité qui ont contribué au travail que nous a présenté tout à l'heure Monsieur Onuma, et en particulier cet atlas de la contamination des sols au Japon. Autre chose que nous avons pu faire en mai-juin 2011 au Japon, c'est animer des réunions publiques, des conférences de presse. Vous voyez en bas à gauche une des conférences de presse à Tokyo. Nous avons été vraiment très surpris par le nombre de journalistes. Ça veut dire que les gens sont en quête d'informations indépendantes. Il faut se rappeler quand même qu'à cette époque au Japon, le fameux professeur Yamashita disait que en dessous de 100 microsieverts par heure, c'est-à-dire, disons, 1000 fois le taux habituel, il n'y avait pas d'effet sur la santé. Ce type de discours est totalement inacceptable. Autre chose qui est important, c'est de faire la pédagogie par rapport à l'impossible décontamination. Vous savez que les autorités japonaises font tout pour que la population croie que la situation est redevenue sous contrôle et que les populations peuvent revenir dans des territoires contaminés. Simplement, c'est impossible de décontaminer. Évidemment, même une seule maison, c'est impossible. Donc, décontaminer des communes entières, c'est tout à fait pas impossible. Donc, sur cette image, vous avez une maison à dater qui a été soi-disant décontaminée, une décontamination pilote. Des techniciens ont travaillé pendant 3 mois pour la décontaminer. Et lorsque nous faisons des mesures en 2012, cette maison est toujours soumise à un taux de radiation, enfin ses habitants sont toujours soumis à un taux de radiation largement supérieur aux limites sanitaires habituelles, tout simplement parce que même si la terre a été décapée juste autour de la maison, elle ne l'a pas été dans le jardin. Même si les feuilles des arbres ont été enlevées pour limiter la quantité de césium radioactif, il aurait fallu raser toute la forêt pour limiter les doses subies dans la maison, parce que le césium radioactif émet des rayons gamma extrêmement puissants qui parcourent dans l'air des dizaines et des centaines de mètres. Donc pour décontaminer la maison, il aurait fallu décaper la terre de la rivière qui est à côté, la terre du jardin, raser la forêt. Autrement dit, ce n'est pas possible. Et puis, que pouvons-nous faire en tant que citoyens, organismes indépendants? C'est se battre pour dénoncer la modification des normes sanitaires. Ça a été rappelé à plusieurs reprises aujourd'hui, mais c'est extrêmement important de revenir dessus.
Les faibles doses ont un effet sur la santé. Habituellement, la dose maximale annuelle admissible pour les citoyens, c'est 1 millisievert par an. Sauf qu'en cas de retombée radioactive suite à une catastrophe nucléaire, le lobby nucléaire sait très bien que les coûts engendrés par la contamination vont être extrêmement élevés. Donc ce lobby au niveau international, et la France a joué un rôle très important, ce lobby a fait en sorte qu'en cas de nouvelle catastrophe, ça ne soit plus 1 millisievert qui soit retenu, mais 20 millisieverts. Donc ça, Colin Kobayashi l'a exposé en détail. La France, à travers l'association CEPN, qui regroupait à l'époque EDF, le Commissariat à l'énergie atomique, l'IRSN et Areva, cet organisme, dont le directeur était Monsieur Lochard, a réussi, on va dire, à infiltrer la Commission internationale de protection radiologique et en faire en sorte que cet organisme promeuve cette nouvelle norme de 20 millisieverts par an. Ça veut dire qu'en cas de catastrophe, les autorités peuvent maintenant laisser des citoyens vivre sur des territoires où ils reçoivent un taux de radiation 20 fois supérieur à ce qu'on considérait avant comme une limite inacceptable. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est justement inacceptable et c'est très important qu'en tant que citoyens, nous nous battions pour faire changer cette situation. La CRIRAD le fait depuis longtemps, mais il faut amplifier ce combat parce que en France, en cas de catastrophe demain, c'est ce type de norme qui nous sera appliquée, c'est la valeur qu'ont retenue les autorités françaises. Voilà, j'ai été un peu long. Conclusion, il faut agir, renforcer les capacités de mesure indépendantes, renforcer la formation, l'information des citoyens, et il faut le faire avant la catastrophe et puis obtenir une révision des normes. Je voudrais insister sur l'image de cette paysanne au centre de l'écran à droite. Nous avons fait des mesures dans sa ferme, dans les environs de Fukushima. Elle avait été évacuée de force, mais compte tenu de la politique des 20 millisieverts, elle aurait eu le droit de revenir dans sa ferme. Donc on a fait des mesures de radioactivité avec elle, et elle a fondu en larmes quand elle a vu le taux de contamination sur les appareils, le taux de contamination de sa ferme. Et elle nous a dit: merci d'être venue, j'étais dans l'obscurité et vous m'apportez la lumière. Ça voulait dire que le fait de voir sur des appareils le niveau de cette radiation invisible, ça l'aidait à comprendre la réalité de la contamination et à assumer au fond d'elle-même quelque chose qu'elle avait intuité, c'est qu'il ne fallait pas revenir dans cette propriété. En tout cas, c'est quelque chose qui l'aidera dans son combat juridique. Voilà, j'ai été un peu long, je vous remercie et maintenant on peut prendre quelques questions.